Là avec notre invité spécial. Oh mon Dieu, vous ne pouvez pas vous imaginer combien je suis personnellement très contente pour ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Il y a même des amis qui m'ont dit, Sarah, ceci tombe à pic. Je dis, waouh, ok. Donc, nous avons notre experte, si je peux dire ainsi. Nous avons notre agent expert en immobilier. Et on va la recevoir bientôt là, vous allez vraiment lui voir. Entre-temps, je vais dire bonjour, Monsieur Blanchard. Bonjour, Madame Sarah, et bonjour à Madame Ruth et à notre experte maison. Très heureux de partager avec vous et parler autour de ce sujet qui est vraiment important pour nous, pour la communauté. Voilà. Wow, wow. Madame Ruth, comment vous allez? Très bien, Madame Sarah, en tout cas, bien habillée. Madame Merveille, très bien habillée. Monsieur Blanchard, merci. Okay. En tout cas, je suis heureuse d'être là une fois de plus. Merci beaucoup. Wow, merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment l'honneur pour moi, si je peux dire ainsi, d'être là encore aujourd'hui avec vous. Et je sais que ce que nous sommes en train de faire, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui sont en train de nous dire, en tout cas, merci. Merci beaucoup pour ce travail. Et aujourd'hui, on amène pour eux une experte. Et je pense que c'est tout le monde aujourd'hui qui s'attend. Et donc, pour ne pas tarder, je vais dire bonjour à Madame Merveille. Madame Merveille, tu es où? Bonjour. Je suis là. Yeah! Tu ne peux pas t'imaginer combien, depuis que j'avais publié la fiche, tout le monde me disait, Sarah, je ne peux pas rater, je ne peux pas rater, je ne peux pas rater. Donc, on vous attend, Madame Merveille. Vraiment, merci d'être là. Merci d'être là. Et aujourd'hui, on avait promis qu'on va parler sur les préalables pour acheter une maison. Avant de t'engager même pour dire que, OK, je suis prêt, quelles sont ces choses que vous devez au préalable savoir? En tout cas, on vous donne la parole. Sentez-vous à l'aise. Hein? Donnez-nous un peu tout ce que vous avez en vous là et toute la matière que vous gardez. En tout cas, la parole est à vous, Madame Merveille. En tout cas, merci beaucoup, Maman Sarah, Maman Ruth et Papa Blanchard, en tout cas de m'avoir donné cette opportunité d'être là parmi nous ce matin. En tout cas, je ne prends pas ça lightly. Comme Madame Sarah venait de le dire, moi, c'est Madame Merveille Bopolo Kabea. Je suis résident ici à Caroline du Nord. N'empêche que je peux aussi aider vous connecter partout que vous êtes, ici en Amérique, si vous avez des questions. Je suis agent immobilier, ce qu'on appelle real estate agent. Donc, je suis là pour un peu vous expliquer comment le processus marche. Vous allez m'excuser, il y aura d'autres terminologies que je veux parler en anglais, mais c'est seulement parce que je ne sais pas tellement ces termes en français. Donc, je vais essayer d'expliquer parce que de toutes les façons, on est en Amérique. Donc, vous allez voir, si vous êtes intéressé à voir la maison, vous allez voir ces termes-là. Donc, ça sera en anglais d'office. Si j'explique ça en anglais, au moins, si je parle de ces mots en anglais, vous aurez au moins l'idée lorsque vous essaierez le temps pour vous de vous engager. Vous allez voir ces mots-là et puis vous allez dire, oh, OK, c'est ça, je me rappelle de ceci, c'est là. Donc, sans plus tarder, j'aimerais d'abord dire merci aussi à ma famille qui me suit. Shout out to my husband, Kassia Kabea, ma famille, ma maman qui me supporte à tout moment. Bon, et ça, c'est pas le temps pour les mabanga, mais merci à tout le monde qui sont là pour me supporter. En tout cas, je vous aime tant. OK, donc moi, en tant qu'agent immobilier, c'est que nous devons comprendre que dans cette affaire, il y a deux parties. La première partie, c'est celle de la banque. Et la deuxième partie, c'est l'agent ou l'agente immobilière. Donc, moi, j'ai fait la deuxième partie, mais je vais vous expliquer beaucoup plus de la première partie parce que sans que vous puissiez être prêt pour la première partie, vous n'aurez pas la chance de me voir. OK? C'est qui est la première partie de la banque. Donc, je peux parler sur ce sujet parce que nous travaillons, je peux dire, en collaboration avec le banquier, avec ces gens-là. Donc, sans
et ils savent ce que moi j'ai fait et moi aussi je sais ce qu'ils font. Donc c'est pourquoi je vais un peu vous expliquer parce que le genre de fois on est confus par rapport à qu'est-ce que l'agent immobilier fait, qu'est-ce que le banquier fait. Donc je vais vous expliquer pour au moins parce que d'autres personnes peuvent venir chez moi. Oh, je veux avoir la maison, mais la première partie, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais au moins, je peux vous expliquer avant que vous puissiez vous lancer parce que je sais exactement qu'est-ce que la banque est en train de chercher. Les choses majeures que je peux en parler, comme j'ai dit, la première partie, c'est la banque. La banque, on parle de il y a deux personnes dans la banque. Il y a soit le loan officer qui travaille, je peux dire comme le loan officer, c'est la personne que vous allez voir qui va préparer vos dossiers et qui va vous donner une lettre qu'on appelle pre-approval. Donc, pre-approval, c'est par rapport à la lettre là, on appelle ça aussi, d'autres banques appellent ça pre-qualification. Donc, ça vous qualifie pour un certain montant. Et ces montants-là vont vous permettre de travailler avec moi. Parce que moi, en tant qu'agent, je ne peux pas, excusez, je suis en train de fixer ma caméra un peu. Désolée, je suis là. OK. Donc, par rapport à mon travail, donc, je ne peux pas vous emmener à voir de maisons qui sont au-delà de votre budget ou under your budget. Donc, c'est pourquoi c'est important d'abord d'avoir cette lettre-là qu'on appelle pre-approval. Et puis, avec cela, nous pouvons commencer à travailler. Donc, les choses que la banque cherche pour savoir combien vous qualifiez, c'est la première chose, c'est d'abord votre W-2 ou soit si vous avez les 1099. Donc, 1099, c'est pour les gens qui travaillent pour eux-mêmes. Peut-être vous faites DoorDash, peut-être Uber, je ne sais pas, garage, etc. Tout ce que vous faites, vous avez besoin de toujours de 2 ans de preuve que vous avez fait vos taxes, quoi. Avec ces 2 ans-là, bon, je ne sais pas si peut-être c'est différent dans votre état là où vous êtes, mais en général, c'est toujours 2 ans. Donc, je conseillerais au moins avant d'appliquer, il faut confirmer avec la banque dont vous êtes intéressé pour être sûr. Parce que dès que vous faites l'application, une chose que vous devez savoir qui est clé, dès que vous faites l'application, ça vous retranche quelques points dans votre crédit. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'être sûr que je suis prêt avant que je puisse me lancer à l'affaire. Parce que dès que vous appliquez, ça peut vous retrancher 5 points. Et construire un crédit, ce n'est pas facile. C'est pas facile du tout. Donc, moi-même, perdre 1 point, ça me kill. Donc, d'office, il faut être sûr que vous êtes prêt avant de vous lancer. Parce que dès que vous vous lancez, ils vont pour votre crédit, pour savoir votre crédit. Déjà, ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose qu'on regarde, votre crédit. Votre crédit, il est à quel point? Parce qu'il y a différentes sortes de loans. Il y a beaucoup de différentes sortes de dettes. Il y a l'autre qui est peut-être le programme de gouvernement qu'on appelle FHA. Il y a l'autre qu'on appelle conventional qui est le meilleur quand on parle de loan. Parce qu'avec le conventional, donc c'est comme conventionnel. Avec ça, dans la loan, vous allez stopper à payer le mortgage insurance. Donc, rapidement, je vais juste expliquer qu'est-ce qu'est le mortgage insurance. Donc, le mortgage insurance, c'est par rapport à toute personne qui donne moins de 20% est considérée comme un client risquant. Donc, toute personne qui donne 20% ou plus est considérée comme, je peux dire en un terme plus simple, je peux dire comme un client VIP. Je peux dire ça comme ça. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de payer ce qu'on appelle le mortgage insurance. Mais toute personne qui met moins de 20%, qui est la majorité de la population, et il n'y a pas de, je peux dire, il n'y a pas de, there's nothing wrong with it. Il n'y a pas quelque chose de mal en ça. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être douées, ils ont les idées de business, qui sait que, OK, avec cet argent, au lieu de mettre ça peut-être à la maison, ça peut me produire un business qui va m'aider avec l'argent-là, que je puisse payer la dette de la maison aussitôt. Donc, il n'y a pas de right or wrong si vous décidez de payer moins de 20%.
Mais seulement si vous payez moins de 20%, vous allez payer, comme j'ai dit tout à l'heure, le mortgage insurance. Donc, le mortgage insurance, là, c'est le gouvernement, je peux dire, qui vous charge ça. Parce que la dette en soi, ce n'est pas le gouvernement qui les donne. C'est la banque qui donne toujours la dette là. Et ce qui fait que la banque, le gouvernement assure à la banque que, par exemple, disons, Madame Ruth est en train de prendre une maison. Le gouvernement assure à la banque, donnez à Madame Ruth, et si elle ne repayait pas à cette dette, moi, le gouvernement, je vais m'en occuper, je vais vous repayer votre argent. Et le gouvernement part, ensuite, le gouvernement vous charge le mortgage insurance. Donc, avec le programme de FHA, ce qui fait que c'est moins de déposits, mais vous payez ce mortgage insurance là pour du bon, pour le 30 ans, pour n'importe quelle année. Mais avec le conventional, vous pouvez être qualifié pour le conventional, même si vous avez mis le moins de 20%, mais vous devez avoir un crédit solide pour être qualifié. Avec le mortgage, avec le conventional, si vous mettez moins de 20% et que vous avez un bon crédit, on vous approuve pour le conventional, lorsque vous aurez totalisé le 20% du principal de cette dette-là, du prix de la maison, vous n'allez plus à payer le mortgage insurance. Vous pouvez appeler la banque et leur dire qu'enlevez ça. Donc, c'est pourquoi moi, avec mes clients, je peux dire ma nature est que je suis dans ce business, c'est pas pour me faire de l'argent, mais c'est pour aider les gens. Donc, c'est pourquoi j'évalue toujours, j'assesse la situation de chacun ou chacune pour voir si vous avez seulement quelques points que vous manquez quelques points qui peuvent vous qualifier pour le conventionnel. Je vous conseille d'attendre un peu jusqu'à ce que vous aurez ces points-là pour que ça puisse vous aider à être approuvé pour le meilleur programme de loan. Donc, la première chose, c'est d'abord votre crédit. Donc, dépendant de votre crédit, ça va déterminer le taux d'intérêt et ça va aussi déterminer votre déposit. Donc, de plus vous avez un crédit meilleur, de moins peut-être vous pouvez donner votre déposit et de moins le taux d'intérêt qu'on va vous charger. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Je comprends que nous venons de pays où nous n'avons pas la notion de crédit, mais nous sommes en Amérique, on doit s'adapter. D'ailleurs, je signale déjà que je suis credit repair. Donc, pour vos questions de crédit aussi, je suis là pour répondre à ça. Mais ça sera, on aura une autre session avec Mme Ruth et Mme Sarah, M. Blanchard, dans le futur pour parler un peu de crédit, tout ce qui concerne crédit. Mais sinon, le crédit est très, très, très important, votre crédit score. Il faut maintenir un bon crédit score si vous êtes intéressé à avoir une maison. Donc, je dirais que nous, ici, Caroline du Nord, d'autres banques, ils commencent au moins avec un crédit de 580. Vous allez être approuvé pour le loan de FHA, c'est le programme de gouvernement dont je vous ai parlé. D'autres banques, ils commencent par 620. J'ai aussi d'autres banques que je connais, j'ai des relations avec d'autres partenaires et leurs banques commencent avec 640. Donc, ça dépend seulement d'une banque à l'autre. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'avoir un bon crédit. Mais si vous n'avez pas un bon crédit, cela n'empêche, vous pouvez toujours vous lancer dans l'affaire et lorsque vous allez mettre de bons paiements, dans le futur, vous pouvez toujours refinancer votre maison. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de refinancement. C'est juste une idée que je peux vous dire qu'il y a des options. Vous n'avez pas à avoir le meilleur crédit. Si vous avez vraiment, vraiment besoin de la maison, vous pouvez vous lancer là où vous êtes et puis après refinancer lorsque vous aurez un meilleur crédit. Donc, la deuxième chose, et aussi c'est vraiment, vraiment important, c'est les incomes. Le income, quand on parle de income, bon, non. La première chose, j'avais parlé de travail de 2 ans. Deuxième chose, je parlais de crédit. C'est vraiment important d'avoir un bon crédit. Troisième chose, je veux parler encore de income. Income dans le sens où de deposit. Combien vous aimeriez mettre pour votre deposit? OK? Parce que ça ne suffit pas juste de montrer vos W2 ou vos 1099 que j'ai fait un bon salaire, mais ça dépend aussi combien vous êtes intéressé
à mettre comme déposit. Donc, il y a d'autres personnes qui mettent le programme de gouvernement et ils demandent au moins un dépôt de 3,5. Mais, again, si vous avez un bon crédit, il y a d'autres banques qui même offrent l'assistance pour vous aider avec le dépôt là parce que vous avez un bon crédit. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment, vraiment à Kenya, c'est vraiment, vraiment important d'avoir un bon crédit. Donc, votre dépôt va aussi déterminer votre taux d'intérêt. Le moins, vous mettez le dépôt, de plus votre intérêt, le taux d'intérêt sera aussi high et aussi votre paiement mensuel, ça sera high. Donc, si vous avez besoin d'un paiement raisonnable chaque mois, donc, gardez un bon montant de l'argent, une bonne somme d'argent, je ne sais pas, c'est bonne somme d'argent, je vais juste dire, pour que vous puissiez donner comme déposit ou down payment. Comme ça, votre paiement de chaque mois, ça sera un peu lourd parce que c'est vraiment, vraiment important de garder quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans cette affaire en train de penser que non, je ne vais rien mettre. Non. Il y a quelque chose qu'on appelle having skin in the game. Skin in the game, ça signifie que de plus, si ça vous coûte quelque chose, si vous investissez dans quelque chose qui vous coûte, c'est beaucoup plus la banque regarde que ça ne sera pas facile pour vous de relâcher. Si ça vous a coûté $0, donc lorsque vous aurez des difficultés, ça sera facile pour vous de give up en making payment pour la maison parce que de toutes les façons, quand je paye le loyer, je fais toujours le paiement. Donc, si ça ne vous coûte rien, ça sera facile de le relâcher. C'est pourquoi la banque évalue. Si vous donnez un dépôt, ils vont vous charger un taux encore plus raisonnable parce qu'ils voient que, OK, vous avez investi. Mais la personne qui n'a pas investi, c'est facile. C'est pourquoi la banque vous considère encore risqué, un client plus risquant et vous charge encore beaucoup plus de taux d'intérêt. Donc, c'est un peu ça, avoir le dépôt, un bon dépôt, avoir le 2 ans de income que vous allez montrer et puis le crédit. Donc, ce sont ça les choses qui déterminent combien on va vous qualifier. Et puis, la dernière chose, c'est ce qu'on appelle debt to income ratio. Debt to income ratio, c'est pratiquement ce qu'on appelle vos dettes. Donc, quand on parle de vos dettes, il y a d'autres personnes qui ont étudié ici, comme moi-même, on a peut-être des student loans. Quand on parle de vos dettes, on ne parle pas de la totalité. On parle je peux dire, par exemple, je peux avoir $40,000, $50,000, je ne sais pas moi combien de student loans, mais la banque est en train de voir combien de cette dette-là de $50,000 peut-être que je suis en train de mettre le paiement chaque mois qui part vers ces dettes-là. Ça peut être $200. C'est pourquoi, si vous voulez vous lancer dans le chose de la maison, c'est vraiment, vraiment important de commencer à faire l'arrangement de paiement pour les student loans, parce que si vous ne les faites pas, par exemple, ils prennent toujours 1% de la dette. Donc, imaginez, c'est ça qui détermine qu'ils supposent que vous payez 1%. Si vous devez payer, vous allez payer 1% de la dette. Si, par exemple, vous avez une dette de $100,000, donc 1%, c'est pratiquement combien? $1,000. Avec ces $1,000-là, donc, de plus, quand il détermine quelque chose comme ça, ça va vous empêcher d'être approuvé pour une grande somme que peut-être vous aimeriez avoir. Donc, c'est pourquoi c'est important, si vous voulez vous lancer à l'affaire, si vous avez des student loans, essayez un peu de régulariser cette situation-là. Mais avec d'autres dettes, comme je peux dire, la fourniture, la voiture, on regarde simplement combien vous êtes en train de faire par mois, combien vous êtes en train de payer par mois pour cette dette-là de la voiture. Donc, ce n'est pas que vous avez une dette de $30,000 de la voiture, on associe les $30,000, non. On regarde peut-être le $200 que vous faites de paiement chaque mois. On regarde ça parce que l'idée générale est que la banque ne veut pas vous mettre dans le problème. Et c'est ce qui s'était passé lors de la récession en 2009. C'est parce que la banque était en train d'approuver les gens pour un montant qu'ils ne pouvaient même pas faire le paiement. Donc, parmi ces changements-là qu'ils ont fait,
et qu'ils regardent tous ces éléments que je viens de mentionner, surtout vos dettes aussi, pour savoir si vous avez déjà d'autres choses à faire des paiements. Ils vont pas vous approuver pour une grande somme parce qu'ils assument que vous avez d'autres choses que vous devez take care of. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Il y a aussi d'autres personnes, il y a d'autres de mes clients, s'ils ont peut-être une petite dette, je leur dis juste pay it off. Pay it off, comme ça va vous aider à maximiser votre potentiel d'être approuvé pour une grande somme. Donc, c'est vraiment important de minimiser vos dettes pour maximiser vos options d'être approuvé pour un grand montant. Donc, c'est un peu ça que je vais dire. Donc, j'espère que c'était un peu crystal clear. Hein? J'ai essayé de... C'était vraiment clair, c'était vraiment clair, c'était vraiment clair. Donc, vous avez parlé des éléments. Vous avez dit il y a deux parties. La première partie, c'est la banque. Donc, vous devez être sûr que vous pouvez avoir quelque chose. Être préapprouvé avant maintenant de trouver l'argent. J'ai une question que M. Danny Poto a posée. Qui délivre la lettre de prix approval? C'est la banque. C'est la banque. C'est la banque, ouais, c'est la banque. Bon, quand on parle de la banque, hein, il y a même deux marques, deux sortes des agents de la banque. Il y a d'autres qu'on appelle mortgage banker et ce qu'on appelle aussi mortgage broker. Okay. Donc, mortgage banker, c'est quelqu'un, par exemple, si vous partez dans Wells Fargo, il travaille uniquement pour Wells Fargo. Donc, vous allez aller based on the rules de Wells Fargo, de Bank of America, etc. Mais si vous travaillez avec un mortgage broker, moi si je suis un broker, ça signifie que je suis là, ils ont beaucoup des options, ils ont de partenaires dans leur network et par rapport à votre profil, ils vous connectent avec une banque qui voit, OK, avec le profil de Madame Sarah, avec le profil de Madame Ruth, peut-être je dois la connecter avec la banque A, je dois la connecter avec banque B. Donc, moi, je travaille beaucoup plus avec le mortgage brokers parce que je trouve que c'est bénéficieux pour mes clients. Ça leur bénéficie parce qu'ils ont beaucoup d'options et par rapport à leur profil, le mortgage broker va savoir où les orienter. Et donc, pour répondre à votre question, plus simplement, c'est la banque qui délivre ça. Mais si vous avez l'argent, comme moi, je comprends qu'avec mes clients, peut-être d'autres clients qui, l'anglais n'est pas leur première langue, je les aide dans ces processus-là. Donc, ce qui fait que, tant qu'il y a l'argent, je signale à la banque que je suis leur argent et on m'envoie aussi la lettre. Okay. Mais ouais, la lettre, normalement, si vous n'avez pas encore d'argent, la banque va délivrer ça à vous, va vous donner ça par mail, non, par email ou soit hard copy, physiquement, lorsque vous partez dans leur location. OK. Avant de passer la parole à Mme Ruto, à M. Blanchard, j'ai une question. Et supposons qu'une personne qui remplit au fait ces critères préalables pour se lancer à la recherche de la maison, et quel est le risque d'aller acheter une maison sans un agent comme toi? Bon, déjà, si vous allez acheter la maison, donc ça ne vous coûte rien d'avoir l'argent. Je dis c'est toujours parce que par rapport à la loi, nous, les agents immobiliers, si c'est ce qu'on appelle un buyer client, si c'est quelqu'un qui est en train d'acheter la maison, d'office, ce n'est pas vous qui allez me payer, c'est le vendeur qui va me payer. Donc, c'est à votre avantage si vous allez acheter une maison d'avoir l'argent qui va vous représenter. C'est vraiment, vraiment important. Je peux comprendre si vous êtes en train de vendre votre maison, vous pensez que vous avez la connaissance, vous n'aimerez pas avoir l'argent, mais c'est là aussi, ce n'est pas aussi dans votre avantage parce qu'au moins, les statistiques montrent que 80% de personnes qui ont l'argent, ils prennent beaucoup de profit que sans avoir l'argent. Donc, même si vous êtes en train de vendre, même si vous êtes en train d'acheter, c'est important d'avoir l'argent qui va vous représenter. Comme pour moi, avec mes clients, avec ces marchés qui est tellement compétitif, avec des maisons, les gens sont en train d'offrir de montants exorbitants, 10 000 de plus, 20 000 de plus. Donc, je sais comment je peux
contacter l'agent qui est en train de représenter la personne, le vendeur, pour savoir qu'est-ce que le vendeur est en train de rechercher. Comment est-ce qu'on peut just tweak the offer a little bit. On peut manipuler l'offre pour que nous puissions être qualifiés, pour qu'on puisse avoir, je peux dire, comment dirais-je, avoir notre offre acceptée. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'avoir l'agent, surtout si vous êtes en train d'acheter, surtout si c'est votre première fois d'acheter la maison. En tout cas, c'est à votre avantage d'avoir l'agent, comme moi. Okay. En tout cas, thank you. C'était vraiment clair. Je ne sais pas, Monsieur Blanchard, est-ce que vous avez une question à poser à Madame Merveille? Merci beaucoup et merci à Madame Merveille pour votre exposé. C'était vraiment clair, c'était bien fait. Je crois que nous tous nous sommes en train d'être enseignés. Mais je vais poser une question, je serai vraiment simple ma question, comme un novice, quelqu'un qui ne connaît vraiment rien ou qui n'a pas suivi tout ça. Vous avez mentionné les mortgage insurance. J'aimerais savoir c'est calculé en fonction de quoi les mortgage insurance, like, you know, c'est par rapport au down payment, c'est par rapport à votre credit score, you know, on calcule ça sur base de quoi? La première question, les mortgage insurance. Et puis après, une deuxième question, c'est like, quels sont ces autres frais que quelqu'un devrait avoir beside the down payment? Parce que quand on parle d'aller acheter la maison, ce qu'on a en tête, c'est plus like le down payment, that's it. Mais après, comme s'il y a des frais connexes, il y a beaucoup de frais qui entrent en compte, parfois les gens ignorent. J'aimerais peut-être que vous puissiez nous éclairer quels sont ces autres frais-là, à part les down payments, que quelqu'un devrait disposer quand il s'agit d'aller chercher une maison. Une troisième pour finir. Bon, j'allais poser ça à la fin, mais je vais poser maintenant, vous allez garder. C'est quoi l'avantage, au fait, partant des éléments que vous présentez, pour quelqu'un qui a presque les mêmes revenus? Si on fait l'étude comparative, parce que ce qu'on dit, quand vous avez une maison, après, quand vous louez comme ça, les charges parfois sont prises, you know, les repairs, everything, c'est les management des complexes qui prennent ça en charge. Mais si vous commencez vous avez votre maison, c'est vous-même qui allez tout payer, you know, les factures, tout ce qui vient avec les réparations, tout ça. Alors, si on fait une étude comparative pour quelqu'un qui a presque les mêmes revenus, est-il vraiment important d'aller acheter la maison? Why is better buying a house ou juste continuer à rent? Je ne sais pas si ma question est claire. Donc, je vais répondre sur une étude comparative. Donc, je vais poser 3 questions. La dernière, juste pour savoir en quoi c'est important d'aller acheter la maison. Si vous avez les mêmes revenus que là-bas, vous devrez alors encore payer d'autres factures, celles, les frais de réparation. C'est pourquoi ne pas rester juste rent pour aller prendre une. OK. Merci, M. Blanchard, Papa Blanchard, pour vos questions. Pour ce qui concerne le mortgage insurance, je vais juste vous rappeler que je ne suis pas expert en ça, mais au moins, j'estime que le mortgage insurance, ça sera déterminé par rapport à votre credit score, par rapport à tous ces éléments-là que j'ai mentionnés. Parce que si vous êtes un client plus risquant, je suis sûre que votre mortgage, je pense que c'est basé sur le percentage, mais le pourcentage là, ça inclut tous ces facteurs-là. Je pense que si on vous approuve peut-être pour, je ne sais pas, des 100 000, peut-être un certain pourcentage, ça va aller sur mortgage insurance, mais je n'en sais pas trop parce que je ne suis pas expert dans ces domaines, donc je m'excuse pour ça. Mais je pense que c'est un certain pourcentage qui englobe tous ces éléments que je venais de mentionner. Pour la deuxième question, en tout cas, c'est vraiment une bonne question. Quelles sont d'autres, je peux dire, dépenses à se préparer pour? Des dépenses, ça vient peut-être lorsque vous êtes en contrat, il y a, si c'est une maison ancienne, il doit y avoir l'inspection qui doit être faite. Et l'inspection, c'est vous qui payez pour ça. L'inspection, c'est juste pour savoir quelles sont les réparations qui doivent être faites dans la maison. Pour dire au vendeur que je veux que vous puissiez faire ce genre de réparation, ceci, c'est là pour voir s'il y a des choses majeures que vous devez vous inquiéter. Et puis, il y a aussi, à part l'inspection, il y a l'autre chose qu'on fait, qu'on appelle appraisal.
Appraisal, c'est par rapport à, il y a un agent qui vient voir la valeur de la maison. Donc, dans ces crazy markets, il y a des gens qui sont en train d'offrir 10 000 $ de plus que le vendeur est en train de vendre sa maison. Peut-être que quelqu'un est en train de vendre sa maison 200 000. Il y a d'autres gens qui offrent 210 000, 230 000, 250, donc ainsi de suite. L'appraiser vient exactement pour voir, pour constater l'état de la maison et donner la valeur. Et pour votre information, la banque, même si la banque vous avait approuvé pour 300 000, et si la maison que vous avez offert 330 000, OK? Si l'appraiser, hein, si l'appraiser dit que ça a la valeur de 200 000, guess what? La banque va only vous donner 200 000. Malgré que la lettre originale vous était approuvé pour 300 000. La valeur de la maison, le prix de la valeur de la maison, la banque only goes by what the appraiser says. Donc, si l'appraiser dit que la valeur de la maison est à 200 000, donc ce n'est pas à discuter. La banque va vous donner 200 000 et les 30 000 là que vous avez décidé que vous avez mis à l'offre, c'est maintenant à négocier. Donc, moi, en tant qu'agent qui représente un client, un acheteur, je suis en train de négocier avec l'agent de vendeur pour savoir comment est-ce qu'on peut se retrouver au milieu du village. Hein? Comment est-ce qu'ils peuvent réduire? Parce qu'eux aussi vont avoir ces rapports-là. Et par rapport à ces rapports-là, ils vont dire que, OK, qu'on puisse peut-être, comme on avait le montant original, c'était 230 000, mais la valeur est sortie de 200 000. Donc, peut-être qu'on puisse se retrouver à 215. Mais une chose est que le 15 000 là de extra, c'est vous qui allez donner ça. Ce n'est pas la banque. Donc, c'est pourquoi je dis toujours, avant de vous lancer dans cette affaire, il faut avoir quand même quelques savings. Avec le saving aussi, je veux aussi déjà signaler, vous pouvez utiliser votre 401k. Pour acheter la maison, vous pouvez déjà utiliser votre 401k. Donc, il faut avoir déjà de l'argent save, gardé, épargné, pour dans le cas où on dit comme miscellaneous, dans les situations comme pareil. Parce que malheureusement, dans ces marchés où il y a peu de maisons, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter, vous êtes obligé d'offrir un peu plus pour au moins gagner l'offre là. Et après, on va négocier. Donc, c'est pourquoi c'est important d'avoir l'argent épargné. Donc, les appraisers là, c'est la banque qui envoie les appraisers, mais comme c'est votre maison, c'est vous qui payez pour ça. Donc, vous allez payer pour l'inspection, ce qui n'est pas obligatoire, ce n'est pas obligé de faire l'inspection, mais c'est toujours recommandé parce qu'on ne sait jamais. Donc, c'est vous qui va payer le frais de l'inspection, le frais de l'appraiser. Et puis, il y a d'autres choses qu'on appelle closing costs. Donc, closing costs, ce sont, je peux dire en termes plus simples, ce sont les frais administratifs parce que la banque, par exemple, une maison ancienne, on doit vérifier pour être sûr que le vendeur est le propriétaire de la maison. Donc, on doit vérifier ce qu'on appelle, bon, je ne sais pas, je sais pas le terme en français, Bukwalupang. C'est quoi en français? Fichier parcellaire? I don't know. On ne vous entend pas, monsieur Blanchard. Des fichiers parcellaires, des livrets, tout ça. OK, fichier parcellaire. Donc, on doit voir que c'est le nom de vendeur qui est là. Donc, ces choses-là, c'est ce qu'on appelle closing attorney qui fait ça. C'est donc l'avocat qui prépare ces dossiers-là pour voir. Parce que, par exemple, à l'État de North Carolina, Caroline du Nord, it takes one to buy, but it takes two to sell. Donc, par exemple, vous pouvez être célibataire, vous avez acheté votre maison et vous êtes devenu marié. Donc, automatiquement, si vous allez vendre la maison là, la personne que vous êtes marié doit aussi, sa signature doit être là. Et si vous avez peut-être acheté une maison, lorsque vous étiez marié, vous avez divorcé, tout ça, ça peut y avoir que la signature de la deuxième personne devait être là et ça n'a pas été là. Donc, l'avocat va faire toutes ces recherches-là pour voir peut-être c'est une maison qu'on vous a
qui a été donné comme héritage par vos arrière-grands-parents, les avocats, ils doivent faire toutes ces recherches-là pour voir le nom légal qui était dans ces fichiers parcellaires-là jusqu'à ce que ça devienne votre nom, pour être sûr que ce n'est pas quelque chose que demain, quelqu'un va dire, oh, c'est ma maison, pourquoi vous avez acheté ça, tout ça, tout ça. Donc, c'est l'avocat qui est spécialisé en choses de maison, qu'on appelle closing attorney, est involved. Donc, vous devez leur payer pour ces services-là. Il y a aussi d'autres frais administratifs que la banque vous taxe, vous charge par rapport à leur service, par rapport à comment ils ont donné la lettre d'approval. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle loan origination. Ça, c'est comme 1% du montant qu'on est en train de vous emprunter. Et puis, il y a d'autres frais administratifs qui chargent. Donc, je peux dire, d'après mon expérience, cette somme-là de closing cost, c'est entre le 2 000 à 3 000. Donc, d'après mon expérience ici, donc c'est un peu ça. Mais dans le passé, c'était le vendeur qui s'en occupait, mais maintenant, ou qui aidait l'acheteur. Mais par rapport à ces marchés qui n'y a pas assez de maisons, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter. Donc, personne n'est en train de demander au vendeur de l'aider avec ça. Parce que le vendeur ne va pas accepter ton offre. Donc, prépare-toi pour dépenser pour le closing cost. Et il y a d'autres banques qui aident avec le closing cost, qui vous donnent un certain montant pour vous aider avec le closing cost. Donc, je peux dire qu'il y a d'autres dépenses aussi à part le deposit que vous devez vous préparer. Donc, comme je disais, l'inspection et l'appraisal, et puis aussi le closing cost. Et par rapport à l'appraisal, j'ouvre une parenthèse, comme je disais tout à l'heure là, si la valeur ne revient pas au prix de l'offre, de votre offre, c'est vous qui allez couvrir la différence. Donc, c'est un peu ça. Et je vais répondre à la dernière question. Quels sont les avantages d'acheter une maison? Bon, c'est simple. Vous devez vivre quelque part. Donc, d'office, si vous louez, vous êtes en train de payer someone else's mortgage. Vous êtes en train de payer la dette d'une autre personne. Et je comprends qu'avec votre propre maison, s'il y a des réparations à faire, tout ça, mais bon, il faut être responsable parce que même si vous habitez dans l'appartement, vous n'allez pas faire ça expressivement de détruire les choses dans l'appartement. Il faut quand même au moins être responsable. Donc, je pense, pour moi, les avantages c'est que oui, il y a le désavantage c'est que s'il y a une réparation à faire, c'est à vous de le faire. Donc, c'est pourquoi c'est important de faire l'inspection, comme je venais de vous dire, pour être sûr que la maison est en bonne et due forme. Et s'il y a des réparations, vous pouvez toujours chercher. Il y a YouTube qui est là. Si c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, vous essayez de trouver ça en Google, vous essayez de trouver ça à YouTube. C'est ça que j'aime avec notre génération, la technologie. Vous pouvez trouver quelque chose, comment peindre le mur. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Quelqu'un d'autre a déjà posté ça. Vous pouvez essayer de faire quelque chose vous-même, si vous êtes capable, pour essayer de diminuer votre cost, vos dépenses. Mais si c'est quelque chose qui doit être fait professionnellement, vous aurez l'assurance de la maison. Vous pouvez faire le claim avec votre assurance pour qu'il puisse couvrir si vous avez quelque chose de majeur à faire. Ou soit, vous pouvez juste suck it up et trouver quelqu'un pour le faire. Mais comme je disais, vous devez vivre quelque part. Donc, si vous louez, vous payez la dette d'une autre personne. Et la personne-là est en train de se reposer paisiblement parce que vous êtes en train de payer sa dette. Et on top of that, il est en train de faire un profit. Parce que c'est pas que si moi j'ai $200, moi aussi je vais te laisser louer ma maison $200. Non, peut-être $300. Et donc, à part que vous puissiez payer mon mortgage, ma dette, vous êtes aussi en train d'enrichir ma poche. Donc, si vous avez votre propre maison, c'est vrai que s'il y a en cas de réparations, c'est vous qui doit le faire. Mais au moins, ça ne sera pas à tout moment si vous êtes responsable. Et ce que j'aime avec ça, c'est comme ça que
avoir une maison, c'est comme ça que ce qu'on dit en anglais, building wealth. OK? Vous êtes en train de construire votre richesse, de préparer une legacy pour le futur, pour vos futurs enfants. C'est comme ça que les gens de ces pays d'autres personnes sont riches parce que c'est une maison que son arrière-parent, grand-parent l'avait laissé, tout ça. Parce que si aujourd'hui vous avez une maison, vous n'êtes pas condamné d'avoir cette dette-là de 30 ans. Dans 5 ans, vous pouvez décider, j'achète, je vends cette maison. La valeur de la maison, l'immobilier, c'est toujours un investissement de bien, de très bien, que ce soit en Afrique, que ce soit ici, parce que la valeur augmente toujours. Et lorsque la valeur augmente, dans 5 ans, vous pouvez vendre, dans une année déjà, vous pouvez vendre. Anytime you can sell your home, parce que la maison appartient à vous. Vous avez pris la dette du prix à la banque. Donc, les gens confondent, oh, la banque va me retirer la maison, va prendre la maison. Non, la maison vous appartient. Si vous trouvez que vous ne pouvez plus faire le paiement, d'office, vendez la maison parce que c'est votre maison et vous allez repayer la banque la dette que vous avez prise. Parce que c'est comme si la banque vous emprunte ces montants-là et vous, en échange, vous le donnez le fichier parcellaire. Au Simbisi, le quoi, à le pain. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, la maison est à vous. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec la maison. Donc, vous pouvez vendre ça et remettre à la dette, remettre à la banque la dette. Donc, c'est à votre avantage, au lieu de jeter la maison à louer, à location, au moins, vous êtes en train de payer quelque chose qui va vous aboutir qu'à demain, si vous vendez, vous pouvez commencer un business, peut-être payer le college fund de vos enfants. Donc, c'est une manière, je peux dire, d'épargner aussi. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Madame Merveille. Nous avons beaucoup de questions qui viennent des questions. Il y a Papi Tomo qui pose la question, c'est quoi l'escroc account? Je ne sais pas si vous pouvez nous aider, l'escroc account. Vous pouvez nous expliquer avant de passer la parole à Madame Ruth. Mm-hmm. Donc, quand on parle de escrow account, c'est là où la banque est en train d'avoir, comment dirais-je, comme des choses comme l'assurance de la maison ou, non, je vais donner un exemple plus simple. Les taxes de la maison, non? C'est payé à la fin de l'année. Mais la banque ne va pas attendre jusqu'à la fin de l'année pour récolter cette maison-là parce que vous savez que si vous ne payez pas les taxes de la maison, et c'est ligne, donc le gouvernement peut vendre votre maison et avoir cet argent-là des taxes que vous les devez. Donc, pour minimiser le risque-là, la banque, ce qu'ils font, ils récoltent la maison, le prix, ils récoltent le montant bien avant. Ils vont garder ça dans le escrow account pour qu'à la fin de l'année, vous n'avez pas à donner une grande somme à once. Parce qu'il y a d'autres costs qui sont dus à la fin de l'année. Donc, c'est pourquoi la banque collecte ça bien avant. Donc, et met ça dans le escrow account. Mm-hmm. Yeah, en tout cas, merci beaucoup. Je pense que c'était clair. Je pense que monsieur Papi Tomono, si on a répondu à votre question, please, faites-nous savoir, OK? Comme ça, nous saurons que votre question a été répondue. Madame Ruth, nous avons besoin de vous écouter. Quelle est votre question? Ça, c'était vraiment, c'était tout en cours. En tout cas, merci beaucoup, Madame Merveille. Moi, j'ai une liste là de questions parce que... On a que 10 minutes, hein? OK. Nos fans voulaient tout savoir sur comment acheter la maison, ainsi de suite. Je vais vous donner les questions, comme ça, vous allez répondre. Cela dépendra de vous. Comme expert, je sais que ça peut vous prendre 30 secondes par question. La première question, de la part de M. Cédric Onema depuis New York. M. Cédric voudrait savoir, how would you know that you're making a great deal? Ça, c'est de la part de M. Cédric. And also, should you go with the fixed loan option or variable loan option? Et puis, de la part de Mme Yvette Kankonde depuis Kentucky. She would like to know,
quelle est la meilleure saison pour acheter une maison, si cela compte au fait? Should we wait for the great season ou pas? Monsieur Max, depuis Michigan, voudrait savoir, il vit dans un différent state où il travaille à partir de la maison, mais veut acheter une maison dans un autre state carrément. Quels sont les steps qu'il doit prendre pour acheter dans un autre state? Alors, la dernière question venant de moi, comme Papa Blanchard venait de poser la question, on parle de inspection, non, en tout cas, je voudrais savoir, is it has a first-time buyer? If you have enough, should you just go with the new construction or an old house? Et voilà, c'est ça. Merci. OK, donc la première question était comment vous savez si vous avez un bon deal. Donc, par rapport à un bon deal, donc, je peux dire, en tant que client, en tant qu'acheteur, right now, maintenant, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle it's the seller's market. Donc, la personne qui est en train de vendre a beaucoup d'avantages que vous parce qu'il a beaucoup d'options. Donc, cela dépend de vous. Par rapport à, si vous regardez une maison, vous dites que, OK, ça c'est un investissement et j'aimerais payer pour cet amount, pour ces prix, pour cet investissement. Donc, cela, c'est votre décision personnelle avec par rapport au conseil de votre agent qui va vous orienter. Mais you can't say, how do I know it's a great deal? Cela dépend de combien vous allez offrir. Et c'est au vendeur d'accepter ou de rejeter votre offre. Donc, c'est un peu ça. C'est difficile de dire dans ces marchés qui est beaucoup plus en faveur de la personne qui est en train de vendre, de dire que, oh, how do I know it's a great deal? Bon, c'est un peu ça. La deuxième question, Madame Rich? La deuxième question, should you go with a fixed loan option or variable loan option? C'est toujours important d'aller avec fixed loan ou variable. Variable, c'est aussi ce qu'on appelle ARM, c'est abrégé ARM, donc ARM, ça signifie Adjustable Rate Mortgage. Avec Adjustable Mortgage, là, ça signifie que peut-être dans chaque 2 ans, l'intérêt va changer. Dans chaque 5 ans, l'intérêt va changer. Et l'intérêt, quand ça change, hein, ça ne diminue pas, ça augmente toujours. Donc, c'est vraiment, vraiment important lorsque vous êtes en train de signer ces papiers-là, d'être sûr que c'est un fixe loan, ce qui signifie que votre paiement ne va jamais changer pour le reste des 30 ans, au moins si vous refinancez. Il y a d'autres personnes aussi, comme ils sont vraiment dans les besoins, ils prennent le variable ou adjustable mortgage rate, ils prennent ça et ils refinancent après, pour avoir maintenant les fixes. Donc, ça dépend seulement de votre situation et comment c'est urgent. Okay. Mais l'idée meilleure, c'est d'avoir le fixe. OK. De la part de Madame Yvette, y a-t-il une meilleure saison pour acheter une maison, en fait? Bon, la meilleure saison, bon, vous pouvez acheter une maison anytime, mais c'est préférable dans le summertime, c'est encore beaucoup plus difficile. C'est simplement parce qu'il y a des parents qui sont en train d'acheter des maisons qui vont déterminer quelles écoles leurs enfants vont aller. Donc, le marché est encore beaucoup plus saturé parce que ils doivent se préparer pour la rentrée scolaire. Mais peut-être dans le winter time, peut-être any other time, il n'y a pas assez. Non, les enfants sont déjà à l'école, donc d'office, c'est beaucoup plus facile que peut-être à l'été ou chaque fois qu'il y a vacances parce que les parents sont en train de voir où acheter la maison pour les écoles de leurs enfants. OK. Alors, Monsieur Max voudrait savoir quels sont les steps qu'il doit prendre pour acheter la maison dans un différent state, vu qu'il travaille à partir de la maison seule. OK, c'est pas un problème. D'ailleurs, il y a ça qui se passe beaucoup ici aux Carolines du Nord. Et lorsque je suis en train de parler avec maman Sarah hier, elle me disait c'est la même chose qui se passe au Texas. Donc, il y a d'autres gens qui viennent de upper states comme le New York qui viennent acheter les maisons ici. They are jacking up the price. Donc, they're making the price go higher. Parce que, par exemple, une maison de 400 000 à New York, ici, ça peut être 250 000. Et ils viennent, quelqu'un qui vend sa maison à 250 000, ils offrent 260 000.
ou 270 000. Et nous, les gens locaux, on n'a pas ce genre de montant. Donc, pour répondre à votre question, c'est juste à trouver un loan officer qui travaille dans cet état-là. C'est que je pense si vous connaissez tout ça, qui travaille dans cet état où vous désirez acheter des maisons. Comme maintenant, là, on a beaucoup de gens de New York qui viennent acheter la maison ici à North Carolina. Parce que je suis située à Charlotte. C'est en train de grandir. Il y a beaucoup de business qui sont en train de venir ici. Donc, l'office de gens de Nord, comme de New Jersey, tout ça, ils viennent acheter les maisons ici. Donc, c'est juste question de vous connecter avec un loan officer qui est ici, qui peut vous approuver avec votre income de là-bas. Donc, ce n'est pas un problème. Okay. Et la dernière question, par rapport à tout ce qu'on a discuté, as a first-time home buyer, should you go with the new construction or old house? Bon, là, pour être bref, le choix dépendra de vous si vous aimeriez avoir existing home ou a new construction. Bon, n'oubliez pas s'il y a l'option to build from the ground yourself. Donc, il y a d'autres personnes, par rapport à leur demande, ils n'arrivent pas à trouver ce qu'ils sont en train. Parce que d'après mon expérience ici à Charlotte, de nouvelles constructions, il n'y a pas assez d'espace. Ils sont en train de faire des maisons de chambres trop petites. Mais auparavant, des anciennes maisons, ils ont des chambres plus vastes. Vous avez beaucoup d'espace dans la maison. Donc, maintenant, vous avez d'autres personnes, ils ne veulent pas deal avec des réparations, tout ça. Ils disent, bon, je veux peut-être aller avec une nouvelle construction. Cela dépendra de vous. N'oubliez pas si vous avez une autre option to build from the ground up. What does that look like? C'est que vous allez parler avec la banque que je suis intéressée à construire ma propre maison. Je ne suis pas intéressée à aller je suis pas intéressée dans une new construction où il y a déjà un builder qui a déjà tout build. Moi, je vais acheter mon propre land et construire. La banque va vous approuver pour ce qu'on appelle construction loan. Donc, le loan là va couvrir le land et l'estimation de combien ça va vous coûter peut-être pour construire la maison. Et puis, vous pouvez contacter un builder pour construire ça pour vous. General contractor pour construire ça. Donc, dire la nouvelle maison ou l'ancienne maison, c'est seulement, ça dépend de ce que vous êtes en train de rechercher. Donc, parce que même les nouvelles constructions maintenant, il y a ce qu'on appelle un waiting list. Il n'y a même pas assez de nouvelles constructions. Donc, tout le monde doit mettre leur nom dans une feuille, dans une liste. On va vous appeler par rapport à l'ordre croissant. La première façon, come in, serve first. Donc, s'il n'y a pas assez de maisons. Donc, d'après mon expérience, les nouvelles constructions n'ont pas assez de l'espace, mais des anciennes maisons ont de l'espace, mais peut-être j'aimerais avoir une nouvelle maison que je suis la première personne à utiliser cette maison-là. Donc, cela va dépendre de vous, quoi. De toutes les façons, le deux, vous allez toujours dépenser. Parce que comme closing cost, avec les nouvelles maisons, vous aurez aussi à payer pour le closing cost. Mais vous n'aurez pas à payer pour l'inspection ou l'appraisal, parce que c'est une nouvelle maison. Donc, le prix qu'ils ont mis pour la maison, on estime que c'est ça le prix. En tout cas, merci beaucoup et à vous la parole, Madame Sarah. Yes, en tout cas, nous avons des questions. Je pense que ça sera la dernière question avant de laisser Madame Merveille partir. Vous voyez combien vous êtes importante, hein, Madame Merveille? Donc, on me rend encore. Il y a Monsieur Julie Tianfoumo qui pose la question. Comment pourrais-je être qualifiée pour une autre maison au moment où je suis sous mortgage d'une autre maison? OK. Très belle question. Par rapport à cela, il y a ce qu'on appelle building equity. Quand vous avez les equity, ça dépend de la banque dont vous êtes en train de travailler avec. D'autres banques, dès que vous totalisez peut-être 30% du montant où vous avez du prix de l'achat de la maison, peut-être si la maison est à 200 000, dès que vous totalisez 60 000, ils vous donnent l'option de prendre l'argent là. Comme ça, vous allez utiliser ça pour un dépôt d'une deuxième maison. Et c'est comme ça que d'autres personnes les gens de ces pays sont en train de s'enrichir. Ils achètent une première maison et lorsqu'ils atteignent un montant qu'on appelle equity,
quand ils build their equity, comme j'ai dit, ça dépend d'une banque à l'autre. Une banque, ça peut être 30%, d'autres banques, 35%. Donc, ça dépend d'une banque à l'autre. Lorsqu'il totalise ces montants-là, il prend ces montants-là, il part dans une autre banque pour être approuvé pour une deuxième maison. Et ils vont utiliser cet argent-là comme deposit. OK. Donc, c'est possible. Je pense que vous avez répondu à la question de M. Julie Tienfumo. Si vous êtes d'accord avec la réponse, please, fais-nous signe, fais-nous signe. Oui, j'ai vu, il y avait vraiment des discussions en ligne, le chat, il y a beaucoup de choses, OK. Et je ne sais pas, la dernière question, je veux poser sur le mortgage assurance. Je pense que vous avez déjà parlé de ça, le mortgage insurance. Et jusque-là, je pense que vous avez répondu à nos questions. Je ne sais pas si, M. Blanchard, vous avez un mot à dire avant de laisser Madame Merveille. Et Madame Ruth aussi va intervenir et nous allons clôturer. En tout cas, merci beaucoup, Madame Merveille. Vous avez fait un très bon travail. On a été suffisamment éclairés. Et je crois, après l'émission ici, les gens prendront de très bonnes décisions. Donc, un dernier mot, c'est juste encourager les gens, if you want to make such a great decision de ta vie, c'est mieux d'avoir un agent qui se connaît dans la matière. Même si tu vas payer, d'ailleurs, ici, Madame Merveille a dit, si tu achètes, c'est pas toi qui payes, c'est le vendeur qui va payer l'agent. So, you don't have to do it by yourself. Just take the advantage to have someone, comme ça, il t'aide, parce qu'il y a des gens qui se lancent sans prendre toutes les précautions. Et when they find themselves in, du coup, ça devient difficile. Ça devient comme la corde de cou. Nous voyons comment les gens souffrent. Ils ont des maisons, mais ils n'ont pas de paix. Donc, c'est mieux de se renseigner vraiment beaucoup. Juste prendre un agent. Comme ça, il va vous guider, il va vous orienter. Vous allez prendre de bonnes décisions. Ça sera à votre avantage. Donc, c'était ça, le moment de la fin. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Madame Merveille. Merci. Merci, Madame Ruth. En tout cas, Madame Merveille, merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire, si ce n'est que cette présentation était merveilleuse. Alors, on a vraiment accumulé toutes ces connaissances aujourd'hui. Et comme Papa Blanchard vient de le dire, si après cette émission, vous ne contactez pas Madame Merveille pour acheter une maison, je ne sais pas ce que vous avez. Parce que j'ai rencontré des gens me disant que non, moi, je garde mon argent dans la banque, je ne veux pas acheter maintenant, je préfère rente. Mais cette personne a plus de 100 000 $ dans la banque où Madame Merveille nous parle de l'investissement aujourd'hui. Comment ceux qu'on a trouvés dans ces pays sont en train de s'enrichir comme ça parce qu'ils ont investi et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais sinon, vous tous qui êtes en Caroline du Nord, Charlotte, n'hésitez pas d'appeler Madame Merveille. Moi, je suis heureuse. En tout cas, Madame Merveille aura plusieurs questions inbox. Elle sait comment elle va recevoir ces questions. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, je ne sais quoi dire. Tout a été dit. C'était vraiment clair, clair, clair. Un grand merci à Madame Merveille. En tout cas, on aimerait que tu reviennes encore. Tu as de la matière et notre communauté en a besoin. Parce que vous savez, nous sommes dans ces pays, nous avons des enfants, mais verrez une personne vous dire que non, bon, bon, c'est dit, les enfants sont ici, bon, et comme vous avez même dit que c'est pas mauvais de louer, mais aux autres toute la vie, tu auras besoin d'un endroit où dormir. C'est ça. Et on a aussi, par manque d'informations, on se laisse comme ça, jamais, non. Après, vous allez vous rendre compte que si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, comme l'agent Madame Merveille, si vous avez une personne qui peut bien vous informer, vous avez toutes les chances d'avoir une bonne décision. Madame Merveille, un grand merci et on aimerait un peu que tu puisses nous dire comment les gens peuvent te contacter. Ok, merci. En tout cas, j'aimerais d'abord vous remercier vous pour ces temps que vous m'avez accordé de parler d'un sujet dont je suis passionnée parce que je vois vraiment il y a beaucoup de needs, il y a beaucoup de besoins dans notre communauté par rapport à ces sujets parce que d'où on vient, c'est soit tu as cash, soit tu as rien.
Mais ici, on a l'opportunité au moins d'avoir quelque chose en crédit. Donc, c'est vraiment quelque chose que je suis passionnée. Déjà, là, moi, vous pouvez me contacter, vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux. Je suis là. Sur Facebook, je suis Merveille Bopolo KBA. Je suis là et ma page professionnelle, c'est Merveille KBA comment on appelle ça? Virgule, Realtor. Donc, Realtor comme un R-E-A-L-T-O-R. Mon numéro, c'est le 919-771-3658. Donc, mon numéro, c'est encore le 919-771-3658. Je suis aussi sur Instagram. C'est la même chose, Merveille Bopolo KBA, et ma page aussi professionnelle sur Instagram, c'est Merveille KBA Realtor. Donc, c'est la même chose. En tout cas, merci beaucoup à toute personne qui était connectée ce matin. J'ai vraiment apprécié vos questions. Je suis là pour vous. Si vous avez des questions ou vous aimeriez que je puisse vous connecter avec d'autres agents dans votre state, donc je suis là, n'hésitez pas de me contacter. Donc, je veux voir tout le monde réussir. Let's win together. OK? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons le rendez-vous pour le 24 avril où Madame Merveille reviendra parler sur le credit score, comment avoir un bon crédit. Elle a dit c'est très important pour la décision. Pour acheter une maison, vous avez besoin d'un bon crédit. Et elle reviendra pour entrer un peu en détail, nous expliquer comment faire pour avoir un bon crédit. Et si vous avez déjà une dette, comment faire pour éliminer la dette? Ou même si la dette était plus grande, comment réduire la dette jusqu'à même à 30%. Ce sont des choses que nous sommes en train de parler tout ce temps. Nous sommes en train de parler les éléments qui viennent en compte pour établir une bonne base financière. Nous avons notamment comment on dit, debt management, comment la gestion de dette, voilà. Donc, tout ça, c'est très important. Comment faire pour éliminer le dette, augmenter votre credit score et ça va vous ouvrir beaucoup de portes, surtout si vous voulez investir, acheter des maisons. Donc, elle reviendra le 24 avril. Mais le samedi prochain, 17 avril, nous aurons là une personne. Celui-là, c'est un investisseur. Aujourd'hui, on avait Madame Merveille qui nous parlait un peu comment acheter la maison et on aura prochainement Monsieur Samuel qui viendra nous parler comment lui il fait pour investir dans l'immobilier. Donc, ne ratez pas. Et je dis un grand merci encore à Maman Merveille. Merci beaucoup à Monsieur Blanchard. Merci beaucoup à Madame Ruth. N'hésitez pas, si vous avez des questions, contactez Madame Merveille ou encore écrivez-nous inbox. On va vous contacter, vous mettre en contact avec Madame Merveille. Bye bye à tout le monde. Bon week-end. On ne veut pas vous prendre plus de temps. Portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Merci, bye. Bon week-end. Bye bye. Bye.